Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Freelunch, votre podcast hebdomadaire turbo giga ultra libéral. Et comme d'habitude, je suis avec Fergan aujourd'hui. Fergan, bonjour. Salut Emmanuel. Pour vous parler enfin de cette fameuse loi travail qui est sur absolument tous les écrans de télévision aujourd'hui, dans tous les papiers, dans tous les journaux, sur toutes les chaînes de radio, et la fameuse loi El Khomri, et qui a attiré, on va dire, quand même beaucoup d'attention ces derniers temps, et pas mal de controverses. Et il y a un peu comme beaucoup de choses qu'a fait François Hollande, en fait, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui le sont un peu moins. Donc on voulait prendre le temps de s'asseoir un peu pour une demi-heure et vous en parler et nous donner un peu notre ressenti là-dessus. Déjà, on voulait commencer un peu par les points positifs. Et le premier point positif qui saute aux yeux, selon moi, c'est quand même le fait que ça donne un peu plus de force quand il s'agit de déterminer tout ce qui est, je sais pas moi, que ce soit temps de travail, etc., ou beaucoup de choses. Ça donne plus de force à la négociation syndicale et au dialogue social, au lieu d'avoir la loi qui est un peu au-dessus, qui chapeaute le tout. On pourra parler un peu plus en détail tout à l'heure des diverses propositions en elles-mêmes, mais déjà, juste rappeler quelque chose que moi personnellement je trouve assez intéressant, c'est justement de pas avoir la loi qui régente absolument tous les points de détail, mais d'avoir la possibilité au cas par cas. Après, on peut parler un peu des différentes du cadre dans lequel ces discussions se produisent, mais le dialogue social est quand même un outil qui permet, dans toute la diversité de des milliers d'entreprises qu'il y a en France et que les millions de salariés qu'il y a, le dialogue social est quand même mieux placé que le code du travail pour déterminer un peu tous les points de détail de la vie quotidienne des entreprises. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel, c'est pas grand chose, mais il faut quand même saluer un peu selon moi, les avancées qui sont faites dans ce domaine. Donc, je sais pas, toi, si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, mais c'est quand même quelque chose que je trouve pas grand-chose à ajouter. On n'est pas dans une logique pleine et entière. On n'est pas dans une logique de liberté contractuelle absolue, donc ce sera jamais véritablement parfait, mais c'est vrai qu'un peu plus de décentralisation quant au processus décisionnel sur l'organisation de la gouvernance des entreprises et des conditions de travail, c'est pas plus mal, quoi. Ça permettrait d'être beaucoup plus en phase avec la diversité des réalités individuelles et sociales en fonction des industries. C'est quand même mieux que d'avoir des règles votées à Paris et uniformes partout, alors que l'économie, le marché de l'emploi recouvrent tellement de réalités différentes que toute prétention à vouloir régenter le tout de manière centralisée est un petit peu vouée à l'échec. Alors pour détailler un tout petit peu, il y a, on va dire, quand on parle de le volet dialogue social dans cette loi, on va dire il y a un peu deux mesures qui sortent du lot et dont on parle souvent. La première, c'est que dans la hiérarchie des normes, le dialogue social au sein de l'entreprise n'aura plus forcément à être mieux disant que les décisions qui sont prises au niveau de la branche. Donc pour donner un exemple très concret, vous avez, je sais pas moi, vous avez une usine dans un secteur donné, que ce soit, on va dire, la fabrique d'épingles, et l'accord de branche des fabricants d'épingles a déterminé que le temps de travail c'était tant d'heures, ou que les congés payés, ou je ne sais quoi encore, ou je ne sais quel détail de à quelle disposition c'était X. Eh bien, la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui impose que les décisions prises au niveau de l'entreprise avec les syndicats au sein de l'entreprise doivent être mieux disant que ce que la branche dit. Alors, sur le papier, c'est vrai que c'est tout plein de bonnes intentions, sauf que malheureusement, dans la réalité, une entreprise, encore une fois, ça a des hauts, ça a des bas, ça suit les cycles économiques, ça suit tout ça, et au risque d'avoir des fois des situations dans lesquelles ce sera, entre guillemets, du moins-disant social, moi, ce qui me gêne un peu dans ce genre de rhétorique, c'est quoi la confiance qu'on a un accord de syndicat à un moment donné. Moi personnellement, je vois pas le problème, ou dans la mesure où il y a effectivement un dialogue entre les syndicats au sein de l'entreprise et l'entreprise, enfin, et le patronat. S'ils se sont mis d'accord, il y a probablement des bonnes raisons, il y a probablement des compromis qui ont été faits, il y a probablement des choses, peut-être que il y a aussi tout simplement la réalité qu'une entreprise peut être dans une situation très difficile et qu'il faut lâcher du lest. Mais en tout cas, si
l'idée qu'on sort un peu tout le temps de dire oui, le salarié n'a pas de pouvoir de négociation, il est en situation de pouvoir inférieur, etc. L'argument ça ne s'applique absolument pas ici, parce qu'on est bien d'accord, on parle de discussion entre les syndicats et le patronat. Et à partir du moment où cette discussion s'est opérée, même si c'est moins-disant social, entre guillemets, moi j'ai envie de dire oui, mais faut l'accepter, parce que sinon, dans ce cas-là, encore une fois, on est en train de dire oui, c'est l'État nounou qui va dire, qui va même plus loin que ça, qui dit quand même non, mais même quand vous discutez entre eux, même quand vous vous mettez d'accord avec les syndicats qui sont censés vous protéger, c'est pas suffisant, donc faut que j'intervienne. Et moi je trouve qu'à la rigueur, c'est symboliquement, c'est quand même un message positif à envoyer. Oui, alors je t'avoue que j'ai pas un avis définitif là-dessus en ce qui me concerne. C'est vrai que on peut a priori se réjouir de toute forme de décentralisation au niveau des décisions. Après, je sais pas s'il est vraiment pertinent de comment dire de voir en le dialogue social tel qu'il est pratiqué en France quelque chose d'absolument légitime. Enfin, je pense notamment au taux de syndicalisation en France. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut vraiment considérer que les négociations entre branches, est-ce qu'il y a vraiment une représentativité en fait des travailleurs entre les syndicats français et le patronat quand on connaît le faible taux de syndicalisation en France. Donc c'est une question que je me pose. J'avoue ne pas avoir de réponse définitive, mais je suis un petit peu plus circonspect à l'idée de dire que les syndicats seraient aujourd'hui l'alpha et l'oméga de la représentation du travailleur et qu'ils seraient les instances les plus légitimes à édicter des normes concernant les conditions de travail. Bon, je suis pas tout à fait. J'ai un avis encore très partagé sur la question. Oui, non, c'est une remarque qui est très pertinente, mais justement, c'est un peu un qui de l'œuf ou de la poule, hein, comme on dit, dans cette situation, parce que pourquoi est-ce que les syndicats sont pas représentés? Parce qu'ils n'ont malheureusement, tristement, à quoi ils servent aujourd'hui? On a la norme qui détaille absolument tout et n'importe quoi dans toutes les conditions possibles et imaginables. Il n'y a pas de négociation possible. Clairement, tout est dicté par les branches quand il y a la moindre décision qu'on puisse prendre. Les syndicats ont quand même on va dire un passif notoire d'être incapable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et je pense que si on commence un peu à leur mettre le fusil sur la tempe, ils vont peut-être un peu faire le ménage en interne et se poser des vraies questions, peut-être revoir de nouveau les salariés adhérer au syndicat. Mais effectivement, ta remarque est pertinente dans la mesure où le Code du travail s'occupe d'absolument tout. Donc il n'y a pas de demande, il n'y a pas de besoin d'avoir de représentation syndicale dans un monde où le Code du travail régente tout. Et si on veut opérer une transition d'un monde dans lequel le Code du travail régente tout vers un monde dans lequel où il y a peut-être moins de présence du Code du travail et beaucoup plus de négociations faites entre les différents partenaires sociaux, je pense même pas qu'on ait besoin, parce que dans certains pays, par exemple, se syndiquer, c'est quelque chose d'obligatoire. Je sais même pas si on aurait besoin de faire ça dans la mesure où, naturellement, si la loi est plus là pour régenter absolument tous les détails, va y avoir un vide qui va se créer, va bien falloir que quelqu'un remplisse ce vide, et les syndicats, selon moi, sont les mieux pour représenter ça, et effectivement, tant que on va sortir un peu les poncifs habituels, tant que c'est fait de façon volontaire, etc., etc., je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez vertueux. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un souci dans la mesure où, d'une part, effectivement, comme il y a beaucoup de centralisation, le syndicalisme a très peu d'intérêt. Mais je pense aussi au fait que le marché des syndicats aujourd'hui est verrouillé par de multiples monopoles qui fait que leur représentativité, leur légitimité, même dans une situation où le code du travail est beaucoup plus souple, est-ce que les salariés se dirigeront spontanément vers des syndicats qui aujourd'hui sont institués par des décrets gouvernementaux avec un monopole qui verrouille et qui rend très difficile la création de nouveaux syndicats, par exemple? Est-ce qu'on aura le même attrait, l'adhésion que l'on espère dans le cas où le code du travail s'occuperait de moins de choses? Je suis pas sûr. Après, je sais pas. À l'expérience nous dira. Mais non, mais Ouais. c'est une bonne question. Ce serait intéressant de savoir, effectivement. Et avant de taper dans... On va parler un peu des choses qui nous plaisent moins dans cette loi. Mais juste un peu pour parler d'un point de vue purement économique, l'impact, si cette loi est votée telle qu'on nous la présente jusqu'ici, et si elle est mise en pratique, je pense qu'il est quand même relativement indéniable de pouvoir dire que pour l'économie, elle aura un impact positif, ou dans la mesure où aujourd'hui on a un problème du chômage qui est absolument endémique, et que
On peut parler des... On va en parler après. Il y a des problèmes, il y a différents problèmes avec cette loi. Effectivement, ça peut créer des problèmes de précarité, des problèmes sociaux, etc. Mais indéniablement, vu la situation absolument endémique du chômage dans laquelle aujourd'hui nous sommes, je pense pouvoir dire, sans trop m'avancer, que oui, si cette loi était appliquée aujourd'hui, elle aurait des effets positifs sur l'emploi et positifs sur l'économie. Maintenant, effectivement, on va un peu rentrer dans le dur. Il y a beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. La première, c'est le fait que cette loi ajoute de la complexité, pardon, à quelque chose qui déjà en soi est extrêmement compliqué. Le code du travail, c'est des milliers de pages. C'est, comme on l'a dit, ça régente absolument tout et n'importe quoi. Et après, on n'est pas vraiment en train de parler d'une réécriture ou d'un détricotage comme ça nous l'a été présenté du code du travail. On est juste en train de dire, on prend les dispositions existantes et on rajoute des exceptions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'agace parce que c'est une constante, on va dire, surtout en France. C'est dès qu'on veut réformer le code du travail, on met des pansements sur une job de bois et on ajoute des exceptions sur des systèmes existants. Ouais, c'est une constante avec le code du travail, mais pour toute réforme en général, c'est un petit peu ce qu'on fait. Ah oui, tout à fait. Ouais, oui, c'est d'ailleurs pour ça que parfois on se dit, mais en fait, c'est-à-dire le code du travail, apparemment, parfois il apparaît comme étant totalement irréformable. Et je pense que de toute façon, si les législateurs se refusent à le réformer, les réalités économiques se chargeront de faire la réforme à la place des politiciens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'apparition des nouvelles formes de travail, des nouvelles technologies, tout ce qui est Uber Pop, machin et tout. C'est la réforme du code du travail qui s'opère par le marché, c'est-à-dire que les législateurs sont totalement déconnectés, les lois sont déconnectées des réalités, des aspirations, des mutations de l'économie, et que dans ces conditions, la seule manière aujourd'hui de trouver un emploi et de le garder, c'est un petit peu de contourner, de jouer sur les nouvelles frontières qu'induisent les nouvelles technologies entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et de ce côté-là, je pense que finalement, voilà, je suis très sceptique en fait à l'idée que l'on puisse révolutionner le droit du travail en France. Je pense que ça se fera plus, ça se fera par d'autres chemins que la voie politique. Après, c'est un avis pessimiste, mais c'est un petit peu comme ça que je le perçois aujourd'hui. Et juste pour revenir rapidement sur un point que tu as mentionné, où quand on dit que la jeunesse, entre guillemets, essaie de contourner le code du travail, un phénomène aussi que moi personnellement je suis capable d'observer, c'est que les jeunes de plus en plus partent à l'étranger. Alors moi c'est mon cas parce que je vais en Irlande, mais et c'est pas juste des ingénieurs logiciels comme moi, je le vois autour de moi à Dublin, je connais des dizaines de jeunes français qui viennent ici pour trouver du boulot, sur des choses qui sont pas forcément les métiers les plus passionnants du monde et les mieux payés du monde et les plus intéressants du monde, mais au moins parce qu'ils ont quelque chose. Et où est-ce qu'ils vont ? Ils vont en Irlande, ils vont au Royaume-Uni, ils vont en Allemagne, ils vont aux États-Unis, ils vont en Suisse, ils vont en Australie. Ils vont pas dans les pays où le code du travail est extrêmement réglementé. Donc pour abonder un peu dans ton sens, effectivement, même si on veut pas vraiment se l'admettre, les jeunes essayent de contourner le code du travail, que ce soit, donc tu mentionnes, tu parlais soit l'auto-entrepreneur ou des choses comme ça, même si ça reste, statistiquement, ça reste, c'est pas non plus un mouvement de fond. Pareil, quand je parle de l'exode à l'étranger, c'est pas quelque chose qui statistiquement est vraiment énorme. Hein. C'est vrai qu'il y en a plus que ce qu'il y en avait, mais ça reste des chiffres relativement faibles. Mais on observe un peu la même logique. Ils vont dans des pays où tout un tas de législations sont plus souples, pas forcément que le code du travail, mais entre autres, il y a quand même un peu une espèce de trame de fond de se rendre compte que voilà, on va en Angleterre parce que c'est quand même plus facile de trouver un boulot en Angleterre. Et ça, effectivement, on a une complexité qui absolument, mais qui est étouffante. Et c'est pas, on n'a pas vraiment sans aller, encore une fois, sans aller non plus chercher en disant, sans aller à dire, on va transformer les salariés français en salariés du Bangladesh ou je ne sais quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, même à gauche, qui seraient d'accord pour dire que on pourrait tout à fait réécrire certains pans du code du travail en gardant seulement l'essence et en laissant au dialogue social opérer ce qu'on disait, hein, opérer les décisions sur les petits points de détail, etc. Mais bon, après, j'ai un peu peur d'être comme toi et d'être pessimiste sur la capacité vraiment de ce genre de réforme à se produire. C'est ça qui est un peu dommage.
Oui, bah, tout à fait. D'ailleurs, bon, en ce qui me concerne, pareil, pour trouver un emploi, j'ai pas attendu de réforme du législateur. J'ai adopté un statut d'auto-entrepreneur parce que c'était la seule manière d'avoir un job, quoi. C'est-à-dire que s'il fallait se conformer aux législations françaises, ça n'aurait tout simplement pas été possible. Donc, mais je pense parce qu'on a tendance aujourd'hui à souligner et à assimiler tout assouplissement à une forme de précarisation. Mais je pense pas que que l'assouplissement comment dire, engendre nécessairement la précarisation. Quand on prend l'exemple de la Suisse, par exemple, qui est l'une des économies les plus dynamiques d'Europe, avec les salaires les plus élevés d'Europe, en l'absence de SMIC, les Suisses travaillent moins que nous. Quand on prend le nombre d'heures Par hebdomadaires. année, non? Oui, par année Oui. donc Oui, effectivement, ramener. Oui, parce que faut toujours faire l'agrégat, petite parenthèse, toujours faire l'agrégat à l'année parce que ouais, travailler 40 heures par semaine, bah oui, mais combien de semaines? Enfin, faut faire la. tout à fait. Voilà, pour Donc que ce soit la oui, par année, comparaison les soit Suisses travaillent judicieuse. moins, ils ont de meilleurs salaires et ils n'ont pas de chômage, ils sont quasiment en plein emploi. Ah, ils sont en plein Alors emploi, oui. voilà, et donc alors que les mecs, ils ont un code du travail qui n'a pas, enfin il n'y a pas de SMIC, les licenciements sont beaucoup plus faciles qu'en France. Donc je pense pas que aujourd'hui, on a tendance à nous dire que la réforme du code du travail, finalement, c'est un espèce de compromis. Et je pense pas qu'il faille le présenter comme ça. C'est-à-dire que on a tous à gagner à ce qu'une économie soit beaucoup plus flexible, dynamique, parce que cela crée de nouvelles opportunités, ça crée moins de rigidité, moins d'incertitude, et que cela est beaucoup plus propice finalement à la mobilité sociale, quoi. Oui, bah il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Donc après, est-ce que en soi, ça peut être quelque chose qui va être propice à un appauvrissement ou un enrichissement? C'est pas le genre de choses sur lequel on peut donner une réponse comme ça, en claquant des doigts. Enfin, je sais que certains le font, mais c'est pas très intellectuellement honnête de leur part. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et il y a un point aussi sur lequel c'est particulièrement vrai, et ça c'est on va dire un des points centraux, enfin un des points qui a focalisé beaucoup d'attention médiatique, c'est la réforme sur la réforme sur les prud'hommes. Alors juste pour redonner très rapidement le contexte, l'idée de la loi c'est d'instaurer un plafond sur les indemnités de licenciement prud'homal. Alors déjà bon rien que je peux juste pas le présenter de façon plus rapide. Quand vous êtes un employeur et que vous licenciez quelqu'un et que cette personne dit non en fait là, le licenciement était parfaitement injustifié donc je vais devant les prud'hommes, ça peut durer des mois voire des années facilement et le juge a un très grand pouvoir d'appréciation de savoir est-ce que c'est légitime ou pas et de savoir à quel montant s'il y a une amende, si c'était pas légitime quelle est l'amende et à quel montant, etc. Et l'idée, c'est de plafonner à 15 mois de salaire. C'est-à-dire que si un patron se débarrasse de quelqu'un et qu'il va au prud'homme, il sait que dans le pire des cas, l'indemnité ne représentera pas plus que 15 mois de salaire. Ce qui, en soi, alors c'est une amélioration dans la mesure où les organisations patronales n'arrêtent pas de nous dire on ne sait pas dans quoi on se lance, on ne sait pas à quelle sauce on va être, comment dire, à quelle sauce on va être mangé, et ça permet de donner un peu de visibilité là-dedans et de dire bah voilà, quoi qu'il se passe, ce sera pas plus que X. Euh, et on nous le présente comme étant une espèce je sais pas moi, du détricotage des droits sociaux. Enfin, je sais pas, 15 mois de salaire, c'est quand même pas non plus négligeable. Je sais pas qu'est-ce qu'on va nous raconter là-dessus. Même au SMIC, 15 mois de salaire, c'est quand même un montant assez rondelé. Et encore une fois, vous avez vu combien de temps il m'a fallu juste pour expliquer un peu le concept. On est sur quelque chose de très très précis. J'ai même pas parlé des exceptions, parce qu'il y a des exceptions, ce sera pas pour les harcèlements ou je ne sais quoi. On est quand même sur des choses qui sont très complexes. C'est un petit point de détail, alors oui, ça va un peu dans la bonne direction dans la mesure où ça offre une visibilité qui aujourd'hui n'existe pas, mais bon, dire qu'on est en train de permettre les licenciements dans tous les sens, on n'est pas non plus exagéré. Et ce qui est dommage, c'est, moi, personnellement, ce qui me chagrine, c'est que j'avais écrit un article à ce sujet, si on veut faire une transition d'un régime actuel vers un régime dans lequel on a un système entre guillemets de pollueur-payeur, c'est-à-dire où les entreprises, où le licenciement est tarifié et on laisse une plus grande liberté de licencier aux entreprises. Ça, à la rigueur, ce serait quelque chose qui aurait une certaine logique, qui pourrait être intéressant, qui est soutenu par beaucoup d'organismes de gauche, comme le FCE, comme Alternative économique. C'est pas les gens les plus libéraux du monde. Il y a quand même des outils intellectuels qui permettraient de trouver des réformes intéressantes et des réformes qui
obtiendrait un certain consensus, mais malheureusement, on n'est absolument pas dans ça. On est dans vraiment le pointillisme, on fait quelque chose sur l'épaisseur du trait, et je comprends pas sincèrement, sur ce point précis, je comprends pas l'espèce d'acharnement médiatique qui est là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment un point de détail. Mhm. J'aimerais faire une petite analogie en fait pour essayer de convaincre de l'utilité de donner plus de flexibilité concernant le licenciement. C'est-à-dire que je pense qu'une analogie pertinente, c'est de se mettre à la place d'un consommateur. Un consommateur qui, par exemple, va solliciter tel ou tel producteur pour satisfaire ses besoins, un boulanger pour son pain, un restaurateur, etc. Est-ce qu'un consommateur, par exemple, à qui on dit demain, bon bah très bien, à chaque fois que tu vas avoir X boulanger, tu dois te réengager à avoir le même boulanger, et si jamais tu changes de prestataire, eh ben tu vas devoir lui verser une indemnité, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup plus d'incertitude et beaucoup plus de difficultés à consommer, à solliciter un producteur, dans la mesure où la possibilité de rompre ses relations avec lui sera beaucoup plus difficile sur le plan légal, alors que je pense qu'il est pertinent de prendre cette approche-là et de dire qu'effectivement, plus les associations humaines peuvent être facilement rompues, plus elles se forment avec le moins d'incertitude possible, quoi. C'est-à-dire que il est beaucoup plus confortable de s'associer avec quelqu'un, sachant que l'on pourra très facilement rompre ses engagements dans tous les aspects de la vie sociale, et pas seulement dans le cadre de relations employeur-employé. Hein. Ça peut être une logique qui est applicable entre le locataire, un propriétaire, etc. Enfin, je pense que c'est quand même important d'insister là-dessus. Oui, et encore une fois, pardon de revenir là-dessus, mais parce que c'est une idée qui avait été proposée enfin qui avait été rendue médiatiquement très connue par notre fameux économiste prix Nobel Jean Tirole, qui proposait de dire on libéralise complètement les licenciements. Il n'y a plus besoin de donner de justification, on peut licencier n'importe quand, pour n'importe quelle raison, n'importe qui. Par contre, le licenciement est tarifé. Ce serait qu'il y a une vraie question quand même qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, on a un système où on a une assurance chômage public, faut qu'à un moment donné, ça se soit financé. Et une entreprise qui licencie, et bon, c'est dû, on peut me rétorquer que c'est dû à la façon dont l'assurance chômage est structurée, que bon, c'est tout à fait vrai. Mais le fait est là, aujourd'hui, on a une assurance chômage qui est public qui est géré par l'État, et donc une entreprise qui licencie impose un coût, une externalité négative à la collectivité. Et donc, au lieu de mettre le système absolument ridicule qu'on a aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde qui a un système de licenciement aussi compliqué que le nôtre. Hein. Je mets quiconque défi de nous trouver le moindre pays dans lequel ce serait plus difficile. On n'arrête pas de nous parler des démocraties du Nord qui soi-disant sont le modèle, etc. Là-bas, licencier quelqu'un, c'est d'une facilité extraordinaire comparé à ici. Et justement, donc le compromis qui a été proposé, et c'est une idée qui est, j'insiste, soutenue par des gens qui sont très à gauche, c'est soutenu par même Alternative économique. Quand vous avez quelque chose de libéral qui est soutenu par Alternative économique, vous savez que vous êtes sur une bonne idée. L'idée, c'est de dire on libérise complètement les licenciements en échange d'une taxe qui irait financer la protection sociale. Et là, du coup, il n'y a plus besoin de donner de justificatif. Si quelqu'un vous plaît pas, vous le licenciez, point barre. Et vous donnez une vraie lisibilité. Vous dites, voilà, on vous laisse choisir. Par contre, comme ça impose un coût, c'est à vous de déterminer ce coût. C'est pas un truc, je sais qu'on va me dire, c'est pas un truc purement libéral et tout. On m'a déjà fait cette remarque, c'est vrai, mais c'est quand même déjà une très grande amélioration. Et encore une fois, je le propose parce que c'est un peu la logique qu'on nous met derrière. On nous dit, oui, on va imposer un plafond sur les licenciements. Oui, enfin, si on commence à imposer un plafond sur les licenciements, derrière, les juges, ils vont comprendre que c'est un plancher. Il y a aussi ça derrière qu'il faut, c'est que psychologiquement les juges vont dire ouais bah si vous nous enlevez le pouvoir de décision, on va toujours mettre 15 mois de salaire et puis basta. Bon bah écoutez, quitte à mettre un système de tarification de licenciement, dans ce cas-là on va jusqu'au bout du système et puis on vire les prud'hommes et puis on n'en parle plus. Et ce serait une réforme qui serait acceptée, bien packagée, faite par un gouvernement de gauche. C'est une réforme qui, à mon avis, serait acceptable publiquement parce que du coup, vous dites, écoutez, si vous êtes licencié, oui, on peut vous licencier quand vous voulez. Par contre, vous touchez le petit pactole, net cash direct. Tout à coup, ça va peut-être peut-être que les gens vont se poser un peu plus, vont se dire, bon bah ça peut être intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas exploré et c'est malheureusement assez dommage. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, si ce n'est que oui, l'assurance chômage c'est une autre question, effectivement, mais
C'est vrai que dans l'idéal, là aussi, enfin, l'étatisation de l'assurance chômage pose plein de difficultés. On a aujourd'hui une espèce de radicalisation du contrôle social. On parle de contrôler les chômeurs. Enfin, c'était Repsamen, mais il est plus là. On parlait aussi d'aller dans une espèce de dégressivité des allocations de chômage. Et je pense que tous ces problèmes aujourd'hui naissent de la politisation d'un système assurantiel qui, normalement, dans l'idéal, devrait être laissé à la discrétion de chacun. Oui, c'est tout à fait vrai, sauf que malheureusement, donc ça sera un peu le sujet pour un autre podcast, mais malheureusement, comme il y a cette confusion entre assurance et redistribution, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'assurance chômage fait les deux, c'est difficile. Enfin voilà, on prend comme d'habitude, hein, enfin comme on dit souvent, on prenait du lait, prenez de la farine, mélangez, puis allez dire maintenant distingue-moi la farine du lait dans le bol. Et c'est un peu la situation avec l'assurance chômage. Qu'est-ce qui est de l'assurantiel, qu'est-ce qui est de la redistribution? Je serais d'accord avec toi en théorie. Maintenant en pratique, c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions. Bon, ce sera peut-être le sujet pour une autre discussion, mais sur le papier oui. Maintenant en pratique, ça soulève beaucoup de questions. Et on voulait terminer, puisqu'il y a un hashtag qui a vraiment explosé, un peu un mouvement qui est en train de contestation qui est en train de se développer autour du hashtag on vaut mieux que ça. Et moi, c'est vrai que quand je regarde un peu cette loi, que je prends un peu de recul, j'ai un peu tendance à sympathiser avec la logique, dans la mesure où c'est une loi qui très clairement dans cette espèce de compromis entre chômage et travail précaire. C'est un peu la seule vision qu'on offre. C'est-à-dire, vous préférez le chômage ou vous préférez le travail précaire. Et on est en train de dire que la France, qui est censée être une des plus grandes puissances économiques mondiales, n'a d'autre solution pour sortir du chômage que de transformer ces chômeurs en salariés chinois. Enfin, j'exagère à peine, mais c'est comme ça que c'est perçu. Aujourd'hui, la situation est comme ça qu'elle est vécue, notamment par les jeunes, et c'est pour d'où vient le hashtag. On vaut mieux que ça. On est la France. On n'est pas le Bangladesh. On n'est pas un pays pauvre. Et on est en train de nous dire, si vous voulez du boulot, il va falloir accepter des conditions moindres. Et là où je suis d'accord avec alors on va en parler, pas forcément d'accord avec les conclusions que certains en tirent, mais là où je suis quand même d'accord avec l'idée, on vaut mieux que ça, c'est effectivement, il faudrait, si cette même réforme de flexibilisation du code du travail venait dans un cadre, venait dans un contexte où on offrait vraiment une vision, on offrait une réforme à long terme, de remettre l'économie sur les rails, de recréer de l'emploi, d'offrir une vision, en disant en échange, on va flexibiliser le code du travail, on va flexibiliser le marché du travail pour un peu mettre de l'huile dans les rouages de cette réforme plus grande, je pense qu'on aurait quelque chose qui aurait été politiquement acceptable. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est politiquement complètement rejeté parce qu'on a un gouvernement qui juste n'offre qu'une chose, c'est la précarisation pour sortir du chômage. Et je comprends pourquoi est-ce que les gens sont rebutés par cette logique. Oui, c'est vrai qu'on peut la comprendre, cette logique, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui concerne plutôt les insiders, quoi. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, ceux qui demain ont la perspective de décrocher un CDI et qui ont encore ce luxe-là, effectivement, sont très concernés par ces dispositions. Après, les gens qui n'espèrent pas trouver facilement du boulot, ce sont des gens qui, de toute manière, ne sont pas concernés par cette réforme. Le plus évident pour eux, à mon avis, pour trouver du boulot, c'est de contourner le code du travail par l'intermédiaire du statut d'auto-entrepreneur. Donc j'ai l'impression finalement que c'est un débat qui va concerner certaines catégories privilégiées de la population, mais pas plus que ça, quoi. Oui. Alors pour abonder dans ton sens, il suffit de regarder aujourd'hui qui est en train d'organiser pour se préparer à aller marcher dans la rue. Concrètement, ce sont les syndicats et les étudiants. Les syndicats, effectivement, ce sont les représentants, comme tu dis, hein, ce sont les représentants des insiders. Ils représentent les salariés qui sont employés et qui, si on leur dit on va flexibiliser les conditions de travail, effectivement, les salariés vont être menacés entre guillemets parce qu'ils sont dans leur tour d'ivoire du CDI protégé.
Et on est en train de leur dire, en fait, peut-être que ça va pas être le cas, parce que peut-être que demain, il va y avoir d'autres personnes qui vont rejoindre le marché de l'emploi, qu'aujourd'hui ils en étaient exclus, demain ils vont être dedans. Et donc du coup, tu peux voir ta condition. Il va y avoir des gens pour qui, effectivement, ça va pas, ils vont voir leurs conditions, ils vont pas forcément voir leurs conditions s'améliorer. Et ils le voient, ils le comprennent, et ils décident d'aller dans la rue pour protester contre ça. On a aussi les étudiants, et les étudiants, moi je voudrais juste rappeler un peu que les étudiants, ce sont des gens qui ne sont pas du tout affectés par le problème du chômage, de la même façon que le sont les autres catégories. Vous regardez, quelle que soit la tranche d'âge, quelqu'un qui est diplômé de l'enseignement supérieur, vous regardez la population diplômée dans l'enseignement supérieur, de façon à peu près constante, a toujours un taux de chômage qui est à 3 à 4 fois moindre, et ça c'est les chiffres de l'INSEE, un taux de chômage qui est 3 à 4 fois moindre, celui de la population sans diplôme. Et aujourd'hui, qui est-ce qui est en train de manifester dans la rue? Ce sont pas les lycéens, ce sont pas les gens qui sont dans les lycées professionnels, ce sont pas les collégiens, enfin les collégiens, ça se comprendrait un peu, mais ce sont pas aujourd'hui les chômeurs qui sont en train de manifester dans la rue. Ce sont les syndicats et ce sont les étudiants qui, eux, voient leurs conditions euh, euh, potentiellement menacées. Et là où je trouve que c'est quand même effectivement assez hypocrite, c'est que ce sont pas les gens, ils ne sont pas honnêtes dans leur discours, et je pense qu'ils gagneraient quand même d'être un peu plus honnêtes et dire écoutez, c'est très égoïste, nous on n'a rien à foutre des chômeurs, on pense à notre condition à nous, notre condition elle est menacée, et oui ce sera mieux pour les chômeurs, oui ce sera mieux pour les gens qui aujourd'hui n'ont pas travaillé, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé depuis le début de la crise, et ces gens-là vont s'opposer forcément à toute forme de réforme, à toute réforme. Oui, j'ai rien à rajouter sur ce que tu as dit. Je pense que tu as dit l'essentiel sur le conflit, les conflits, les intérêts divergents entre ceux qui aujourd'hui ont un emploi protégé, donc se protègent de la concurrence, c'est une forme de monopole finalement, et les chômeurs qui font face à des barrières pour entrer sur le marché et qui gagneraient peut-être à avoir plus de concurrence sur le marché afin d'augmenter la mobilité sociale de ceux qui étaient jusque-là exclus par les législations sur le travail. C'était le 21e épisode de Free Lunch. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et on remercie Fergan. Petit rappel, le French Libertarien est un projet bénévole qui dépend de vos dons pour garder la lumière allumée. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee. Merci à tous et au revoir.